Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette démarche commentée d'un exercice sur le test d'indépendance du qui carré. Donc, comme à l'habitude, je vous conseille toujours de bien lire l'énoncé pour voir de quoi ça parle. Dans ce cas-ci, si on veut savoir est-ce qu'il existe un lien entre deux variables, donc on a la variable lieu de résidence, est-ce que les étudiants vivent chez leurs parents ou en appartement ou en résidence scolaire, et l'autre variable c'est est-ce que le fait qu'ils aient un emploi ou non influencerait cette variable-là. Donc, le test d'indépendance du qui carré, c'est un test assez long. Donc, il faut être patient, il faut suivre toutes les étapes une à une. Mais en tant que tel, ce n'est pas l'exercice le plus complexe. Même si vous allez à votre aide-mémoire, à la page 17, on vous rappelle toutes les étapes. Page 18, il y a même les différents calculs, si vous êtes un peu mélangé. Donc, ça se peut que d'un manuel à l'autre, les étapes soient un petit peu différentes, mais l'essence reste la même. Donc, toujours important de bien lire la question, parce qu'il va y avoir des éléments qu'on va dire importants. Donc, avec un seuil de signification de 1%, je vais tout de suite l'encercler, pouvez-vous affirmer qu'il n'existe pas un lien statistique entre les deux variables? Présentez votre test d'hypothèse, conservez 2 décimales pour tous vos calculs et résultats. Donc, un test d'indépendance, ça commence toujours par la formulation de 2 hypothèses. On a l'hypothèse nulle, celle qu'on va vouloir rejeter, et l'hypothèse alternative qui, une fois l'hypothèse nulle rejetée, on va pouvoir l'accepter. Dans le fond, on n'est jamais capable, avec un test statistique, de prouver qu'il existe un lien entre deux variables. Cependant, ce qu'on va pouvoir démontrer, c'est que le fait qu'il n'existe pas de lien entre ces deux variables-là, statistiquement, le risque est très très faible. Donc ça va être, on va dire, on a 5% de chance de se tromper. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de lien alors qu'il y en avait 1 ou 1%, dépendamment de notre fameux seuil de signification qu'on va déterminer avant. Donc on va toujours mettre l'hypothèse nulle. Elle peut s'écrire de plusieurs façons, mais habituellement, ça ressemble à ceci. Les variables, là vous pouvez les nommer, lieu de résidence et situation d'emploi, ne sont pas liées, ou sinon vous pourriez écrire sont indépendantes. L'hypothèse alternative, mais c'est l'inverse. C'est les variables sont liées, sont dépendantes. Donc, à l'examen, dans les calculs, on nomme vos variables juste pour montrer que vous avez bien compris le but de l'exercice. Ensuite, on doit choisir un seuil de signification. Ça, c'est toujours votre enseignant qui va vous le donner. Donc, habituellement, c'est 1, 2 ou 5%. Donc, le seuil de signification alpha. Donc, pour cet exercice-là, c'est quoi le risque que j'accepte de me tromper, de dire que mes variables ne sont pas liées alors qu'elles l'étaient? 1%, vous pourrez mettre en décimale 0,01. C'est la même chose. Ensuite, on va vérifier les conditions d'application de ce test. Est-ce que l'échantillon est aléatoire? Si on remonte... Ah oui, il a prélevé un échantillon aléatoire. Bon, je vous dirais que dans mon cas, je ne ferai jamais un piège là-dessus. Donc, si c'est un exercice de qui carré, vous pourrez toujours dire que oui. Est-ce que mon N est plus grand que 30? Donc, mon total d'étudiants recensés était de 97. N est plus grand que 30. Est-ce que ma fréquence théorique est égale ou supérieure à 5? Donc ça, je ne peux pas tout de suite le dire. Il va falloir que je calcule mes fréquences théoriques dans mon tableau, ce que je vais faire tout de suite. On va devoir faire le total de la colonne fois le total de la ligne divisé par n. Donc là, je vais mettre, mettons, mes colonnes, mes lignes dans une autre couleur. Puis ça va me donner exactement, si j'avais séparé mes 97 étudiants selon les proportions. 48 fois 48. Je me rends compte que je n'ai pas donné beaucoup de place. Divisé par 97. Je peux mettre les parenthèses, mais ce n'est pas nécessaire, puisqu'en suivant l'ordre de priorité des opérations, ça va se faire dans l'ordre. Et on va le faire pour toutes nos cases. 48 fois 49, mon total des sans emploi, divisé par 97. Je vais mettre, je sais tout le temps que c'est divisé par 97. Ça ne change pas. Ce qui va changer, ce sont mes totaux de lignes. Donc ici, ça va être 49 fois 49 fois. Et là, ça va changer dépendamment de mon total de mes lignes. Donc, fois 48 et fois 49 avec ma calculatrice. Donc,
puisque ce sont que des multiplications et des divisions, on n'a pas besoin de mettre de parenthèse. Ça va donner 23,75, une seule décimale, donc pour faciliter les calculs plus tard. Donc 23,8. Puis là, je les avais déjà précalculés, donc je vais toutes les mettre. 23,2, 24,2 et 24,8. Donc, vous venez de calculer toutes vos fréquences théoriques. Donc, les fréquences théoriques, puisque je viens de calculer toutes mes fréquences théoriques, elles sont toutes plus grandes que 5. Donc, je peux les cocher. Oui, j'ai répondu à toutes mes conditions d'application. Je peux donc continuer. Étape 4, ça va être de déterminer la valeur critique. Donc, la valeur critique, ça va être un seuil prédéterminé qui, une fois dépassé, va nous dire qu'on peut rejeter l'hypothèse nulle. Donc, on peut rejeter que les variables ne sont pas liées et donc inférer qu'elles le sont. Cette valeur-là, elle est prédéterminée. Donc, elle a déjà été précalculée selon deux facteurs. Donc, je vais aller dans votre aide-mémoire à la dernière page. Vous avez une table qui va vous donner toutes les valeurs qui vont nous permettre de rejeter. Donc, premièrement, il faut qu'on ait déterminé notre alpha. Est-ce que c'est 5%, 2%, 1%? Dans ce cas-ci, c'est 1%. Et notre V, qu'on appelle les degrés de liberté. Ça, je vais vous montrer c'est quoi, comment le calculer à l'instant. Donc, je vais revenir, puis après, on va revenir ici dans notre table de détermination des valeurs critiques du chi carré. Donc, ça, vous n'avez pas à le trouver, c'est déjà déterminé à l'avance. X2, nous, on sait déjà que c'est 1%, parce qu'on l'a déjà trouvé, on l'a déjà prédéterminé dans la question du tout début, donc c'était 1% notre alpha. Et là, il faut trouver la valeur de V. Donc, le nombre de modalités de la variable lieu de résidence, il y en a combien? Il y en a 2, moins 1, fois notre autre variable, situation d'emploi, il y a 2 modalités, moins 1. Donc ça, c'est vraiment le plus simple. Quand vous avez que 4 cases, le degré de liberté, ça va toujours être 1. Et si on avait plus de cases, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, 1 fois 1 est égal à 1. Donc, on peut venir l'inscrire ici. Donc, notre valeur critique du chi carré avec un alpha de 1% et un degré de liberté de 1, c'est quoi cette valeur-là? On va mettre un petit égal. Ça, elle se trouve dans la table. Notre alpha, donc 5%, 2%, 1%, et le V est écrit ici. Nous, c'est V, c'est 1, donc c'est la première valeur, 6,63, est égal à 6,63. Donc ensuite, on a une règle de décision à formuler. Ça, c'est toujours la même chose. On va rejeter l'hypothèse nulle. On peut écrire hypothèse nulle ou H0, donc que mes variables ne sont pas liées, que mes variables sont indépendantes. Lorsque ma valeur du chi carré, donc pas ma valeur critique, la valeur du chi carré, ce que je vais calculer à l'étape suivante, elle est plus grande que cette valeur-là, que 6,63. Dans ce cas-ci, vous auriez pu écrire est plus grande que la valeur critique alpha 1 V1. Je pense même que dans votre manuel, ils disent lorsque x2 est plus grand que la valeur critique du chi carré. Moi, ça me dérange pas. Donc là, on va calculer le vrai x2. Donc, pas la valeur critique, ça c'est ce qu'on trouve dans la table. Le x2, c'est ce qu'on va calculer nous-mêmes. Et là, c'est l'étape la plus compliquée, puisqu'il y a quand même des calculs à faire qui peuvent être assez longs, dépendamment il y a combien de cases dans votre tableau. Donc, un petit rappel, la formule, elle se trouve dans votre aide-mémoire à la page 18. Donc, statistique appropriée au test, calcul de la statistique appropriée au test, chi 2 est égal à la somme des fréquences observées moins les fréquences théoriques au carré, divisé par les fréquences théoriques. Donc, on va trouver pour chacune des cases une valeur qu'on va additionner à la fin, puisqu'on a notre grand sigma. On essaie d'y aller case par case, pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Mon chi carré va être égal à 4 additions. Donc,
Donc, ma fréquence observée de ma case en emploi résidence parentale, donc 11 moins ma fréquence théorique que j'ai calculée sur l'autre page, 23,8 au carré, divisé par ma fréquence théorique de cette case-là, donc 23,8. Et là, on va le faire pour chacune des cases. Donc, vous pouvez aller dans l'ordre que vous voulez, là, c'est pas bien grave. Donc, je vais tout de suite mettre les choses qui ne changent pas. Pour moi, ça va aller plus vite. Donc, fréquence observée de en emploi qui ne vivent pas chez leurs parents, il y a 37 étudiants. Moins la fréquence théorique, 24,2 divisé par 24,2. Et il va en avoir 4. C'est pour ça que je l'ai fait tout de suite, pour me sauver du temps. Fréquence observée de la case sans emploi vivant chez leurs parents, ils sont 37. Moins la fréquence théorique, 23,2 divisé par 23,2. Et finalement, fréquence observée, 12 moins 24,8 divisé par 24,8. Donc vous pourriez le faire d'un seul trait dans votre calculatrice. Je ne le recommande pas parce que c'est très facile de faire des erreurs. Allez-y donc par case. Bon, le résultat sera peut-être pas aussi précis, c'est certain. Donc, on débute. 11. Ah. Puis là, il faut bien mettre ses parenthèses parce qu'on a une racine carrée. 11 moins 23,8. Je ferme. Racine carrée divisé par 23,8 est égal à 6,88. Arrondir à une décimale, 6,9. Donc, on va avoir nos 4 valeurs. Et finalement, notre dernière case, ou la parenthèse, 12 moins 24,8, ferme la parenthèse au carré, divisé par 24,8, égale 6,6. Donc, je vais additionner ça. Je pourrais prendre ma calculatrice, ça va aller plus vite. Vous pouvez le faire dans votre tête. Est égal 28,5. Ma valeur du qui carré est égale à 28,5. Et là, on se rappelle de notre règle de décision. Est-ce que 28,5 est plus grand que 6,63? La réponse est oui. Donc, on va être tout de suite dans notre interprétation, le noter. Donc, puisque 28,5 est plus grand que 6,63, on rejette l'hypothèse nulle H0. On peut donc conclure avec un seuil de signification de 1% qu'il existe un lien entre nos variables. Donc la formulation peut changer un petit peu, mais je dirais que les éléments importants, c'est toujours de nommer le seuil de signification, donc le alpha que vous avez utilisé, dire si vous rejetez ou non l'hypothèse nulle, et pourquoi vous le rejetez, ça va dépendre de votre qui carré et de la valeur critique. Si on avait fait tous ces calculs-là et que ça avait donné par exemple 5, mon qui 2, 5 étant plus, là je donne une réponse alternative, là. Puisque 5 est inférieur à 6,3, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle et on conclura donc avec un seuil de signification de 1% qu'il n'existe pas de lien entre nos variables. Donc lorsque c'est inférieur à votre valeur critique, vous ne rejetez pas H0 et lorsque c'est supérieur, vous pouvez le rejeter. Donc là, il reste une dernière étape qui n'est pas spécifiquement indiquée dans votre aide-mémoire ou dans votre manuel, mais moi j'aime bien qu'on continue un petit peu plus loin. Donc là, on peut aussi déterminer la puissance de ce lien. Est-ce que c'est un lien fort ou un lien faible? Il existe plusieurs tests, mais dans ce cours, on va faire celui de Cramer. Donc à la page 18 de votre aide-mémoire, il y a un test. Donc on va aller calculer Cramer tout de suite. On donne plus d'informations sur la force du lien. Donc, Cramer, c'est la racine carrée de mon qui 2. Mon qui 2, je l'ai trouvé. Mon qui carré, 28,5.
divisé par n, 97, mon total dans mon tableau, fois, donc la parenthèse, c'est-à-dire qu'il y a un fois, h. H, c'est le nombre de catégories de la variable qui en a le moins. Donc ça, vous n'avez pas besoin de l'apprendre par cœur. C'est vraiment écrit ici. H, le nombre de catégories. Donc dans ce cas-ci, nos catégories, nos deux variables avaient deux catégories, deux modalités. Donc celle qui en a le moins, ça ne change rien, ça va être 2. 2 moins 1. Donc mon coefficient de Cramer va être la racine carrée de 28,5 divisé par 2 moins 1, ça fait 1. 1 fois 97 divisé par 97. Donc je peux l'écrire dans ma calculatrice. Racine carrée. J'oublie pas de mettre mes parenthèses parce que je dois faire la division avant. Je vais me la rajouter ici. Ça vraiment, il ne faut pas l'oublier. Racine carrée. J'ouvre ma parenthèse 28,5 divisé par 97. Je ferme ma parenthèse est égal à 0,542. Dans ce cas-ci, on conserve 3 décimales, puisque dans votre tableau d'interprétation de la valeur, eux, ils interprètent avec 3 décimales, fait qu'on va garder le même niveau de précision. Mon coefficient de Cramer, et là, je devrais l'interpréter avec la table que je viens de vous montrer. Donc 0,542, c'est dans la partie supérieure, c'est supérieur à 0,360. Donc on peut dire que l'intensité du lien entre mes deux variables, elle est très forte. Donc on va l'écrire. On conclut que le lien entre les variables est très fort d'après l'interprétation du coefficient de Cramer, puisque 0,542 est plus grand que 0,360. Et ça, c'est vraiment dans la table. Comme ça, si on avait eu une autre valeur, on aurait pu dire, puisque ça se trouve entre les intervalles d'une intensité qu'on peut qualifier de faible. Vous avez terminé un test d'indépendance du qui-carré. Donc, vous avez vu, c'est assez long, il y a beaucoup d'étapes. Je vous invite même à aller voir les vidéos de mathématiques si vous ne comprenez pas trop le pourquoi d'une des étapes. Donc, je n'ai pas vraiment expliqué, je peux aller dans les calculs. Puis ça, c'est vraiment le plus simple. Donc, si ça, vous trouvez ça difficile, allez faire les exercices complémentaires parce qu'à l'examen, ça va probablement être un petit peu plus difficile que ça. Donc, n'hésitez pas à poser des questions à votre enseignant. Et je vous dirais aussi, vérifier à quel point il est rigoureux. Parce que moi, j'accepte des petits raccourcis, comme utiliser seulement une décimale. Plusieurs enseignants vont vous demander 2 décimales. Je vous laisse le faire par case, les additionner. Il y en a peut-être qui vont vouloir être plus rigoureux, que vous fassiez 2 un trait dans votre calculatrice. Donc toujours confirmer avec votre enseignant et pas juste lui dire « j'ai vu ça sur Internet ». Donc sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à toutes et on se revoit peut-être dans une prochaine vidéo.